Vous avez entendu différents experts, hein, j'ai vu votre rapport. Globalement, on est encore dans la course à l'intelligence artificielle, la France? Sur certains secteurs, oui. Sur d'autres, il va falloir pédaler dur. Sur la recherche, on a à rougir devant personne. Les solutions logicielles qui sont développées par les cerveaux français sont parmi les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, il y a plein de cerveaux français aux manettes dans les meilleurs laboratoires d'intelligence artificielle du monde. Le fondateur du laboratoire de Facebook à Paris est un Français. Le directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Google à Zurich est un Français, etc., etc. Mais sur la partie développement industriel, nos startups, nos entreprises, là, on est loin derrière le peloton de tête qui, pour l'instant, est dominé par les géants, surtout américains, mais aussi asiatiques, qui sont arrivés très forts et qui ont avec eux une telle puissance. D'abord, ils sont sur le bon état d'esprit par rapport au pouvoir de la tech pour transformer la vie. Et ensuite, ils ont une telle puissance dans le porte-monnaie qu'ils peuvent acheter les meilleurs experts, acheter les meilleures machines et se constituer eux-mêmes via leur énorme réseau de clients, leur très grande base de données. Ce qui veut dire que, et ça il faut bien insister, l'intelligence artificielle a connu un tournant historique à un moment, quand on est passé de méthodes malines, fondées sur les causes et les conséquences, genre s'il pleut davantage alors faites ceci, s'il pleut moins faites cela, etc. Un système expert, comme on dit, où vous auriez incorporé toute la sagesse et l'expérience acquise par les humains tels qu'ils ont pu la déterminer. Ça, c'était ce qu'on pouvait voir dans les années 70, 80, tout ça, où à un moment, ça a bien décollé, et puis après, ça a stagné. Et puis la nouvelle vague, qui était présente dès le début, mais qui a pris beaucoup plus de force dans les années 90, 2000, et encore plus 2010, basée sur des exemples. On ne cherche pas trop à comprendre pourquoi, mais on fournit à l'algorithme beaucoup de situations où ça marche, des situations où ça ne marche pas, et on le laisse apprendre de lui-même. Et cette seconde approche s'est avérée beaucoup plus efficace en général que la première. Le jour viendra où il faudra combiner les deux. Ça fait pas de doute. Mais cette deuxième approche, ce qui est important, c'est qu'elle se nourrit de ces fameuses données, data. Tout à l'heure, on parlait de la pioche pour aller chercher de l'or, en tout cas le matériel brut. L'idée étant qu'à travers des énormes échantillons statistiques, on cherche des corrélations. Au lieu de chercher des règles cause-conséquence, on cherche des associations qui permettent ensuite d'analyser finement les choses, de faire des prédictions. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai 36 autres exemples qui me montrent que quand la pluviosité est à tel niveau et quand on est à telle saison, alors il y a ça qui arrive, et puis tel et tel autre facteur et tout, je mets tout ensemble, voilà le résultat. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais ça vous dit ça par analogie, si on veut. Donc en remplaçant beaucoup de causes-conséquences par de l'analogie. Et dans le cadre de ces... donc on comprend pourquoi il y a besoin de données. Ces données, évidemment, ça calibre les algorithmes et ça vous donne des réponses aussi précises que possible si votre base est très grande et aussi sans biais. La première manche de l'intelligence artificielle, elle s'est jouée sur les données personnelles. La première manche de l'IA statistique s'est jouée sur les données personnelles et elle a été remportée haut la main par les gigantesques fournisseurs de plateformes qui, avec tout leur réseau clients ou leurs réseaux sociaux, pouvaient avoir les bases de données phénoménales. Maintenant, il y a une autre bataille, un deuxième acte qui est en train de se jouer sur les données sectorielles. Les données qui, elles, se retrouvent chez les entreprises. Et les entreprises ne vont pas mettre leurs données sur Facebook ou sur Twitter, elles les gardent dans leur registre, parfois elles les gardent jalousement. Ces données, c'est des données qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les registres des médecins, qui sont dans les décisions de justice, qui sont dans les registres des agriculteurs, qui sont partout où les métiers sont. Et ici, un enjeu pour la puissance publique. Qui va faire partie de cet écosystème? Est-ce que ça va être des acteurs nationaux ou européens, ou est-ce que ça va être les grands acteurs dont on a déjà parlé, les Américains, qui sont des gens très bien, mais dont on n'a pas envie qu'ils se retrouvent en position dominante ou monopolistique? Et la stratégie naturelle des grands acteurs américains, et on ferait la même chose si on était à leur place, c'est d'aller passer contrat après contrat avec tous les grandes, les petites entreprises agricoles en disant venez, on va vous former, on va vous expliquer, l'IA c'est facile, nous on sait faire, passez-nous vos données et on s'occupe du reste, et vous aurez quelque chose qui sera au meilleur niveau mondial. C'est séduisant vu comme ça. Sauf que si tout le monde fait comme ça, on se retrouve avec toute notre économie numérique qui passe sous pavillon étranger.
Et ça, c'est pas bon pour la puissance publique, c'est pas bon pour notre économie, c'est pas bon pour nous à la fin. Google l'a fait pour la FAO, je crois d'ailleurs. Il y a eu des échanges à un moment donné là-dessus. Il y a eu des échanges sur tous les niveaux. Il y a eu sur l'un des... Alors, il y a eu pas mal de... vous avez dit, j'ai pas entendu, Google l'avait dit pour... La FAO. Pour la FAO, oui. FAO. Absolument. Il y a eu... Ça a été une stratégie universelle et on les comprend. On ferait pareil à leur place. Mais il y a un moment où il faut se dire que des mots qui semblent parfois appartenir à une autre époque, tels que patriotisme ou priorité à des solutions européennes, des choses comme ça, en fonction du contexte auquel on l'applique, ça peut devenir une importance, voire une nécessité. Pour montrer aussi que sur ce genre de bataille, côté européen, on est beaucoup trop naïf, il faut bien voir, on a en tête que l'Amérique, c'est le continent qui vous parle de libéralisme, pas d'entrave au libre-échange et tout ce que vous voulez. N'empêche que c'est écrit dans le droit américain que chaque fois qu'un organisme public recherche une solution technique, technologique, innovante, il accorde une priorité aux acteurs nationaux. C'est dans la Constitution, c'est dans le droit américain, c'est pas la Constitution, mais c'est dans le droit américain depuis les années 30. N'empêche qu'il y a aussi une préférence systématique qui est accordée aux PME innovantes sur les grands groupes quand il y a lieu. N'empêche que dans le secteur militaire, par exemple, il y a toute une procédure dite ITAR qui fait que les États-Unis se réservent le droit d'interdire l'usage d'un dispositif dans le domaine de la défense dès qu'il contient des pièces qui ont été fabriquées aux États-Unis. Et donc il y a en fait en coulisses toutes sortes de mécanismes qui assurent un certain protectionnisme. Et côté européen, il faut qu'on arrive à garder ces réflexes-là aussi, à les reconstituer au plan culturel s'ils ne sont pas dans la loi. C'était dans le programme du candidat Macron la mise en place d'un Buy European Act qui donnerait préférence européenne pour les solutions dans certains secteurs stratégiques pour les solutions européennes. Et je pense que ce serait une excellente chose.